Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de la team Alpha Coaching. Aujourd'hui, on est trois pour vous parler du sujet du jour. Donc, on retrouve Damien, le maître alpha, moi-même et notre invitée Marine. Et aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de l'évolution et la place de la femme au sein même du fitness. On vous parle un petit peu du côté coach femme mais aussi athlète femme, un petit peu ce qu'on a observé dans nos pratiques, dans nos expériences respectives. Et donc, on va avoir une discussion autour de tout ça. Donc, c'est Est-ce que Marine, parti. peut-être Pardon? J'ai pas entendu. Marine se présenter? Oui, bah oui, bah, bien sûr, ouais. Parce que vous nous connaissez déjà, nous, donc on va laisser Marine se présenter un peu. Ouais, moi, je suis ravie d'intervenir sur le podcast de la team Alpha. Je suis pas du tout novice dans l'art, on va dire, du podcast, puisque j'adore intervenir sur ce genre de débat, surtout qui va être assez intéressant. Donc, moi, je connais Colline et Damien depuis quelques années, donc davantage Damien, puisque j'ai été l'une de ces athlètes il y a maintenant un an, puisqu'on a terminé sur la dernière prépa il y a un an. Et en effet, je trouvais très intéressant d'intervenir sur ce sujet, puisque je me revendique vraiment féministe, moi personnellement, que ce soit sur mon positionnement professionnel ou même pour mes valeurs personnelles. Et c'est vrai que à la fois, comme le disait Colline, en tant que pratiquante, mais également en tant que professionnelle, c'est-à-dire en tant que coach sportif, on a vu une nette, on va dire, évolution, même si forcément il reste encore pas mal de choses à régler en termes de disparité hommes et femmes, forcément sur le rôle et la place de la femme dans le milieu du fitness. Exactement. Je crois que tu avais une petite anecdote à nous donner justement sur ce sujet-là, du côté professionnel du coup. Tout à fait. Eh ben, il y a quelques temps maintenant, j'ai été contactée donc, dans le cadre de mon activité professionnelle par un jeune homme qui avait un objectif, on va dire, somme toute, assez classique, hein, c'est-à-dire prendre un petit peu de masse, s'étoffer, etc. Donc, c'est le genre, bien entendu, d'objectif que je prends en charge aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Après avoir discuté avec lui pendant plus d'une heure en entretien, donc il était très satisfait de ce que je pouvais lui proposer ou autre. Bien entendu, je lui ai laissé un délai de réflexion par rapport à son engagement. Et il m'a annoncé que, tout compte fait, il préférait débuter son coaching avec un jeune homme. Parce que, m'a-t-il dit, comme c'était un homme, il connaîtrait donc mieux le sujet. Bon, bien entendu, je n'ai pas réagi à chaud parce que je l'ai laissé un petit peu dans sa bêtise, on va dire. Et peut-être 3 mois après, donc il n'avait même pas encore terminé son engagement avec ce dit jeune homme, il m'a contacté pour me demander s'il me restait des places en coaching parce qu'il n'était absolument pas satisfait justement de la prestation de ce coach masculin. Donc, parce qu'il n'y avait pas assez d'écoute, pas assez de professionnalisme, il doutait même du bien fondé de sa méthode parce qu'il n'avait absolument aucun résultat depuis 3 mois. Enfin bref, vraiment rien du tout. Donc, m'a presque plus ou moins supplié de le prendre en coaching puisqu'il avait beaucoup aimé son approche. Et bien entendu, je me suis autorisé le droit de lui dire non parce que pour moi déjà ça a été un affront dès le départ puisque comme on en a discuté avant même d'enregistrer ce podcast, c'est que pour moi, une zone de génie, un professionnalisme n'est pas genré. On peut être un très bon professionnel en étant un homme ou une femme. Absolument. Exactement. C'est triste d'ailleurs qu'il y ait eu ce genre de réflexion, mais en tout cas, elles sont assez quand même récurrentes dans le milieu, et plus dans ce sens-là que dans l'autre. J'ai rarement des filles qui disent à d'autres hommes, je veux pas être coaché par un homme parce que tu connaîtras pas le sujet. Mais par contre, les hommes, c'est très souvent, j'entends ce retour-là de non, je veux pas être coaché par une femme, un homme, ce sera beaucoup mieux. C'est, En général, les femmes qui veulent pas être coachées par un homme, c'est parce qu'elles ont peur de se montrer, on va dire, parce que quand on fait une photo de bilan, on n'est pas habillé. En général, on est en sous-vêtements ou en maillot. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui peuvent avoir peur d'envoyer ces photos-là à un homme. Elles peuvent avoir peur que ça soit, on va dire, mal interprété par le coach en question ou que ça soit, ou que ça mette une espèce de tendance, enfin, de tension vicieuse à ce niveau-là. Donc, c'est vrai qu'en général, dans ce sens-là, c'est plutôt pour ça que les femmes préfèrent faire confiance à une femme. je peux Mais voir global dans le domaine. Donc ça, c'est totalement justifiable. Mais du coup, on remet jamais en question les compétences à ce moment-là. C'est plus un problème de valeur et de mauvais comportement d'autres autres coachs masculins. Alors que là, en l'occurrence, dans le cas de Marine, c'est une remise en question des valeurs liées à son sexe pour le coup. Donc
pour le c'est coup ça. parfaitement dénué de sens. Moi, j'ai pas eu le même cas que Marine, mais j'ai déjà eu des personnes qui ont discuté avec mon copain, parce que mon copain travaille dans une salle de sport. Et quand mon copain a dit, bah, ma femme fait du coaching, donc ils ont dit, ah ouais, non, mais une femme, peut-être elle saura pas bien, etc. Je préfère que ce soit un mec, etc. Et des personnes qui, plus tard, lui disent, ouais, bah, finalement, je suis pas satisfait de mon coaching, j'ai l'impression que le gars, il y connaît rien. Ah ouais, mais bon, bah, au bout d'un moment, il faut choisir aussi la personne pour ses compétences, homme ou femme, hein, et pas pour juste le simple fait que ce soit un mec. Peut-être. Alors peut-être aussi qu'il y a l'image, entre guillemets, que la personne renvoie, le physique, si on va dire un gars qui essaye de prendre de la masse, s'il voit un coach hyper musclé, ça va peut-être l'inspirer, mais c'est pas pour autant qu'il sera hyper qualifié à le faire progresser, lui particulièrement. C'est vrai que ce que tu dis est intéressant parce que forcément, il y a un devoir de représentation et d'exemple par rapport à notre statut. C'est-à-dire que, en tant que coach, j'estime que nous devons être en bonne santé, mais en bonne santé, un corps sain n'est pas forcément un corps comme les gens se le représentent. C'est-à-dire que c'est pas forcément un corps qui est sec, c'est pas forcément un corps qui est volumineux d'un point de vue musculaire ou autre. Un corps en santé, c'est bien tout autre chose. Mais le problème, c'est que les seuls standards de référence sont en effet ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire des corps exacerbés, on va dire, dans la perfection, c'est-à-dire des corps de compétition ou autres, et forcément, ils attendent de cette expertise qu'on va dire l'image colle à ce qu'ils ont pu voir en fait sur les réseaux sociaux, et c'est là que ça devient problématique. Et tout à l'heure, vous parliez du choix des coachs, donc outre l'aspect un petit peu sexualisant, je pense aussi qu'il y a un facteur d'identification, c'est vraiment un facteur social, c'est-à-dire que les hommes vont davantage s'identifier à un homme, ce qui est logique, et une femme va s'identifier à une femme aussi pour des problématiques telles que des problématiques de cycle, de charge mentale par rapport à des enfants ou ce genre de choses. Bien entendu, un homme est totalement apte à comprendre, on va dire, ce qu'implique une physiologie suite bah, justement à des règles peut-être douloureuses ou autres, ce qui fait d'ailleurs écho à votre précédent podcast. Mais je pense qu'il y a aussi ce facteur d'identification qui aujourd'hui pose problème au-delà en fait du facteur juste de compétence. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Mais là, pour le coup, du coup, ouais, c'est vrai que ton anecdote à toi était vraiment, était vraiment ciblée sur le simple fait que tu es une femme et que du coup, la personne ne se voyait pas être coachée par une femme. Ce qui est, bah, comme disait Damien, assez stupide et manque quand même pas mal de fondements. Mais je pense que malheureusement, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Comme on le disait tout à l'heure, enfin, comme le disait bien Marine, parce elle a une bonne culture en termes de dates à nous apporter. Bah, en fait, les femmes sont légitimes, on va dire, à donner leur opinion, à donner leur avis depuis moins d'un siècle, ce qui est quand même très très peu, beaucoup moins d'un siècle. Et encore aujourd'hui, on a ces problèmes-là où les femmes sont considérées comme bah, peut-être moins compétentes, moins intelligentes, moins expertes. Et d'autant plus que dans le milieu du sport, quand on est sur les réseaux sociaux, bah, c'est vrai qu'une fille qui s'entraîne en legging, elle est fière de son pump, elle va peut-être mettre une photo ou une vidéo où elle fait un squat, où elle est pumpée, etc. Euh, ben, pour avoir déjà eu ce genre de discussion, je sais qu'il y a des hommes qui pensent, et même des femmes, que ben, la fille, elle a rien dans le crâne. Elle est là, elle est juste bonne à faire un squat et avec un bon pump fessier. Alors que pour autant, ça pourrait être une coach hyper compétente, mais sur le simple fait elle s'est affichée en legging avec un pump bien musclé, ben on va la décrédibiliser, on va penser qu'elle est incompétente, elle s'est juste posté ses fesses sur les réseaux, entre guillemets, et qu'elle a rien de plus à apporter. Donc il y a aussi c'est une espèce de sexualisation et de pensée enfin, de pensée réductrice que la fille n'est qu'un physique, donc qui est enfin, qui complique encore plus la tâche pour nous, coach femmes, de faire notre place dans ce milieu-là et de se faire respecter en tant que coach femme compétente en fait. Ouais. Ouais, de ce côté-là, vous êtes victime aussi je pense, de la culture actuelle, enfin, de la culture du vide actuel sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens scrollent tellement vite qu'ils vont plus facilement s'arrêter sur un cul dans un legging, malheureusement, que sur un post informatif d'une jeune femme qui parle de ses compétences de coach. Et du coup, malheureusement, vous êtes complètement victime de ça parce que les gens passent à côté de la partie compétence en s'arrêtant juste sur la partie physique et sexualisation de la femme, ce qui vous décrédibilise totalement parce que du coup, le simple fait de s'arrêter sur cette image-là et pas sur vos compétences, ça vous met à un niveau
compétence pour le coup dans l'image des gens qui est beaucoup plus bas, ce qui alimente ce manque de crédibilité auprès des publics. Et pourtant, à titre d'exemple, les 5 6 coachs auxquels je confierais ma propre évolution si je le faisais, il y en a au moins 4 filles dedans. Euh, et pourtant, je suis moi-même coach, donc et les niveaux de compétences que certaines de coachs femmes ont est bien, bien supérieur à celui des hommes dans pas mal de domaines. Ouais, parce que comme le disait Marine tout à l'heure, quand on n'avait pas encore commencé à enregistrer, les femmes ont toujours besoin de prouver 2 fois plus que les hommes pour se faire respecter en tant que telles, en tant que professionnelles compétentes, etc. Euh, des fois, il y a des mecs qui vont juste parce qu'ils ont un bon physique, qu'ils ont fait 2 3 posts sur comment bien recruter ses pecs, ils vont être considérés comme un top coach, alors que bah, quand on creuse après, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Et les femmes, ben, il va falloir qu'elles rament, qu'elles rament, qu'elles rament. Ou alors, elles vont poster, on va dire, entre guillemets, plus de posts sur leur physique. Donc, elles vont attirer du monde, mais elles vont pas attirer les bons clients non plus. Ben, parce que ça va être... Moi, personnellement, je sais pas si Marine, toi, ça t'est déjà arrivé. J'ai déjà eu des demandes de coaching d'hommes où je me disais, là, le gars, il est pas intéressé par du coaching, en fait. Il est intéressé par m'envoyer des photos de lui en calbar. Et ça me plaît pas du tout. Et, justement, c'est drôle que tu en parles parce que moi, il y a eu une période, il y a à peu près 3 ans, où la majeure partie de ma clientèle, c'était des hommes. Parce que j'avais ramené un jeune homme en compétition, que ça, il y avait eu un gros engouement autour de ça, etc. Et que même en coaching présentiel, j'avais énormément d'hommes, des hommes influents. C'était parfois des DRH. Pour la petite anecdote, par exemple, j'ai fait une séance de sport avec Julien Courbet, donc voilà, c'est une personnalité de la télé. J'avais le PDG de Cdiscount Casino, enfin voilà, l'adjoint au maire de Bordeaux, c'est des hommes comme ça, c'est-à-dire des hommes avec un petit peu de pouvoir, où on avait l'impression qu'il y avait une espèce de kiff de se payer le service d'une femme qui allait, pardon du terme, mais où ils allaient un petit peu en chier. Je pense qu'il y avait une espèce de vice un peu maso derrière, qui était assez rigolo, mais bref, du coup j'avais énormément d'hommes en coaching, puis après la tendance s'est inversée. Pourquoi? Parce que par rapport justement à cet encadrement, j'ai pu remarquer que parfois il y avait des déviances, notamment un jeune homme, et s'il m'écoute, je lui fais un coucou, je vais pas citer son nom, mais qui avait pour habitude de m'envoyer ses photos de bilan avec, bah, on va dire, son attribut masculin en forme dès le matin. Au début, je me suis dit, c'est une erreur, c'est quelque chose, il n'a pas forcément fait attention, mais quand ça a commencé à se répéter de semaine en semaine, du coup, je lui ai fait la réflexion. Et il m'a dit, ah mais non, t'as l'esprit mal tourné, je ne voulais absolument pas te montrer ça ou autre. Je lui dis, bah, quand même, fais attention, à la limite, attends un petit peu, que le monsieur, voilà, redescende un petit peu, que tu sois un petit peu moins en forme, à la limite, attends. Et en fait, ça continuait. Et par rapport, on va dire, à la relation qu'il essayait de tisser avec moi, j'ai vite compris que il y avait justement cette tendance, on va dire, à la séduction qui, pour moi, est devenue extrêmement gênante, tout simplement parce que déjà, on ne mélange pas la partie professionnelle et la partie personnelle, et où en plus, il y avait, alors, encore une fois, pardon du terme, mais comme il y avait, mine de rien, un échange d'argent, c'est comme si, à un moment donné, il y avait, voilà, une proportion à être plus ou moins à son service, avec un mot que je ne prononcerai pas ici, mais ça devenait un petit peu gênant. Donc, il a fallu que je mette les hauts là. Mais ce qui est intéressant de constater, et c'est une chose à laquelle j'ai pensé pendant que vous parliez, mais c'est que si on s'interroge, le monde est dominé par deux choses, l'argent et le sexe. Pour qu'une femme existe aujourd'hui, puisque comme le rappelait Colline, notre légitimité est quand même assez récente à pouvoir donner notre avis, interagir ou autre, même travailler, avoir un droit de vote, etc. L'argent, malheureusement, ce n'est pas les femmes qui font plus d'argent, puisque on le rappelle, les femmes travaillent à peu près 3 mois gratuitement par rapport à ce que fait un homme. Donc la seule manière que nous avons de prendre un petit peu de pouvoir et d'exister, c'est par le sexe. Donc, il en va d'une hypersexualisation bah, de notre image à la fois sur les réseaux, dans les magazines, à la télé ou que sais-je encore. Et on le voit, par exemple, ce sont des choses dont se régalent les télécrochets, de mettre en scène des femmes avec toujours moins de vêtements, des positions toujours plus suggestives et des histoires un petit peu voilà, rocambolesques et un petit peu chaudes. Malheureusement. On entretient cette boucle infernale en ce qui vous concerne. C'est d'autant plus difficile, je pense, pour les coachs aujourd'hui, enfin les coachs, je parle des coachs, de se faire une place dans le milieu avec ce genre d'environnement qui vous intoxique le système complètement. Je sais pas quelle est la proportion de coachs femmes qui réussissent, et quand j'entends pas réussir, c'est-à-dire qui vivent décemment du coaching, qui sont dans le top tiers, on va dire, de ce qui se fait, mais je pense qu'elle est nettement inférieure à celle des hommes, malheureusement, et pour un niveau de compétence qui est sûrement supérieur pour le coup.
Le problème, c'est que même en fait, les propositions qui sont faites ont une proportion à être sexualisées. C'est-à-dire qu'il y a énormément de programmes qui sont créés par des femmes, mais aussi par des hommes, attention, qui mettent en avant, encore une fois, les mêmes attributs. C'est-à-dire que l'accent est mis bah, déjà sur les fessiers, sur les abdos, et de jamais un seul programme n'a été mis en avant pour qu'une femme prenne un peu plus de dos, pour qu'une femme prenne un peu plus d'épaule ou ce genre de choses. Alors qu'en fait, toutes les femmes travaillent, je pense, aujourd'hui, une fois que le cheminement a été fait dans leur parcours sportif, absolument tous les muscles, mais la promesse, le fait d'attirer les prospects, donc c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore clients, est toujours mise là-dessus. Ce programme en 30 jours qui va te faire prendre des fesses, ce programme qui va t'affiner la taille. Il y a à la fois une proportion à toujours plus réduire la place de la femme, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle prenne trop de place, il faut qu'elle soit mince, il faut qu'elle soit jolie, il faut que ça soit une plante verte qu'on exhibe, donc vraiment un produit, on va dire, d'exhibition sociale, et à la fois, bah, du coup, cette tendance à l'hypersexualisation autour des fesses et des leggings qui rentrent dans les fesses, etc., etc. C'est clair, c'est clair. Et pour autant, moi en tout cas, quand j'ai démarré la salle, c'était vraiment bah, dans cet esprit de perdre du poids. Je ne faisais surtout pas le haut du corps parce que pour moi c'était pour les hommes et j'étais à l'époque avec quelqu'un qui considérait effectivement que si je faisais les épaules, j'étais un mec. Bon, voilà, c'est très très réducteur et le raccourci est très vite fait. Il y a absolument zéro réflexion dans ce genre de remarques. Mais bref. Tout ça pour dire que quand j'ai démarré, moi c'est vrai que quand j'allais à la salle, je voyais toutes les femmes sur les elliptiques, sur les tapis, sur les vélos, etc. Et si je voyais une seule femme dans la zone muscu, c'était le bout du monde. Donc c'est vrai que moi-même j'ai mis très longtemps avant de m'aventurer dans la zone muscu. Quand j'ai enfin osé y aller, je suis allée vers les machines de jambes. Surtout pas vers les machines de dos, surtout pas vers les poulies, surtout pas vers les haltères. Oh mon Dieu, jamais. Donc c'est vrai que ça, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le faire. Mais aujourd'hui, je remarque qu'il y a de plus en plus de filles et qui vont un petit peu de partout, des filles qui débutent, qui vont vraiment de partout dans la salle, qui se sentent, je pense, beaucoup plus libres de s'entraîner. Et surtout, je vois de tous les corps, des corps de toutes formes, des filles super fines, des filles plus en chair, qui sont toutes dans des tenues différentes, que ce soit le survêt, que ce soit le mini short, que ce soit la brassière, ou que ce soit carrément avec un pull. Et je vois vraiment des filles voilà, de toutes les tailles, de toutes les formes, tous les types d'habits. Prendre leur place dans la salle et ça, mais ça me fait kiffer. Je vois des filles qui font de la force, des filles qui font un peu des exercices de CrossFit, des filles qui bossent le haut du corps mais qui mangent tous les mecs sur leur charge tellement. Vraiment. Et ça, vraiment, je suis super contente parce que j'ai vraiment vu l'évolution dans les salles. Alors, est-ce que c'est parce que je suis dans des salles ultra commerciales et que du coup le tarif est un petit peu attractif et qu'il y en a de plus en plus dans le pays? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a un côté aussi où les filles bah, se sentent de plus en plus légitimes à faire du sport, légitimes à faire 80 kilos si elles ont envie de s'entraîner en brassière et voilà, enfin, ne pas se prendre la tête? Je sais pas. Je sais pas s'il y a eu un peu des deux. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que bah, en 8 ans à peu près, ou depuis quand je fréquente les salles, ouais, on va dire 8 ans, bah, je vois déjà une belle évolution de ce côté-là, en tout cas dans la pratique sportive. Je sais pas si vous avez remarqué des choses similaires. Si, si, clairement, ouais. Et même pour aller de temps en temps dans des salles qui ont des espaces ladies, des espèces d'espaces muscu roses, là, il y a de moins en moins de filles dans ces espaces-là et je trouve ça hyper bien. Parce que franchement, pour le côté cliché, c'était catastrophique. Parce qu'en plus, dans ces espaces-là, il y a des haltères de 2 kilos et le reste, c'est que des machines fessiers, abducteurs, presse à cuisse. À aucun moment, on vous propose une grosse machine de développé militaire. Donc c'était vraiment tout ce qu'il fallait pour continuer à vous conforter ou à conforter malheureusement les femmes de manière générale dans cet esprit de pas trop en faire et faire que le bas, dans un espace loin des hommes parce que sinon on va vous regarder. Alors qu'aujourd'hui, il y a nettement plus de filles dans les espaces. Vitré, hein. Ah Espace ouais. très tout à fait vitré, donc en plus ça fait clairement C'est vitré. l'expo. C'est Ça vitré. sera Moi, j'ai super. Amsterdam. Mais, mais c'est clairement ça. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles dans les espaces muscu général. Et je vois des filles se tabasser bien plus que les garçons sur certains exos, même pour le haut du corps. Donc oui, je pense qu'il y a une évolution de ce côté-là qui est pour le coup
Merci. Merci à vous. Pense qu'en fait, le fitness, comme toute autre chose, hein, tout autre hobby, est un petit peu le reflet de la société actuelle. C'est-à-dire qu'on se souvient tous du scandale qu'il y a eu avec MeToo, c'est-à-dire qui a fait un petit peu bouger, on va dire, les esprits par rapport à ce rapport homme-femme, cette domination encore masculine ou autre, ces non-dits, ce manque aussi de sororité et de fraternité. Je pense que tout ça a mis à mal un petit peu la relation qui était installée de domination homme-femme. Donc, il y a eu des bons côtés, il y a eu des moins bons côtés, bien entendu, parce que c'est un petit peu le double effet qui se coule. Mais je pense que tout ce qu'on observe aujourd'hui dans le fitness, qui peut s'observer, bien entendu, dans d'autres corps de métier, dans d'autres corps d'activité, est le reflet de ce qui se passe. C'est-à-dire que la femme, à un moment donné, a vu qu'elle devait s'exprimer, a vu qu'elle devait être forte pour faire face justement aux dérives qui étaient masculines. Et du coup, il y a une espèce de prise de pouvoir, justement, aussi bien de la parole féminine qu'une prise de pouvoir sur son corps, sur tout ce qu'elle fait. Alors, ça a créé des gros élans de sororité, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de nanas qui s'encouragent, qui font des groupes, qui poussent lourd, etc. Mais ça a également mis énormément aussi. Donc, il y a du respect entre hommes et femmes, et bien heureusement, les mentalités avancent. Mais il y a aussi encore beaucoup de rivalité, c'est-à-dire que comme la femme essaye d'exister davantage dans un espèce parfois de néo-féminisme plutôt que de féminisme, c'est-à-dire que pour rappel, le féminisme tend à mettre les femmes à égalité des hommes, alors que les néo-féministes, les femelles et tout ce qui s'ensuit, veulent absolument une domination sur l'homme. Donc on voit qu'en fait, même le combat même du féminisme est complètement mis à mal et inversé, parce qu'on se plaint d'une situation qu'on essaie d'inverser. Bref. Et en fait, par rapport à tout ça, donc on voit qu'il y a des femmes qui veulent en faire toujours plus, en imposer par leur stature, donc c'est-à-dire être toujours plus musclées, toujours plus se donner à la salle, avoir une espèce de preuve sociale aussi de leur entraînement, en montrant leur charge, en montrant leurs entraînements, etc. Mais il existe encore une rivalité dans la mesure où, comme on le disait tout à l'heure, les hommes se sentent un petit peu mis à mal par ce nouvel élan féminin dont ils n'ont pas eu en fait l'habitude. C'est un héritage transgénérationnel où je pense que chaque homme a été mine de rien conditionné à ce que la femme soit à une certaine place, sauf dans les foyers où il y avait quand même un petit peu plus d'éducation de ce côté-là. Mais sinon, voilà, la femme était là pour s'occuper des enfants, faire la cuisine, etc. Et surtout, encore une fois, ne pas prendre trop de place. Surtout pas. Voilà. C'est ça. Mais ouais. Non, c'est un vrai problème, mais je suis content de voir les évolutions, comme je disais tout à l'heure, dans les salles de sport, qui est quand même un réel changement. Et comme Marine a dit, je pense que ça reflète la société. Euh, Maintenant, il y a un gros travail à faire, je pense, de la part des hommes encore, malheureusement, parce que le problème est aussi et surtout de là. Les mentalités, on a enfin, juste tendance à revenir régulièrement. Je pense que c'est comme la mode, c'est toujours des cycles. Et malheureusement, même s'il y a des évolutions de votre côté, mais en général, on a quand même encore des comportements masculins en salle de sport qui sont mauvais pour justement toute cette partie-là où les gars sont toujours en train pareil, de regarder les filles. Mais j'ai surpris des fois des mecs qui ont s'arrêter de s'entraîner et regarder des filles en train de s'entraîner. C'est hyper malaisant pour les femmes, je trouve, déjà de base. Donc du coup, on vous redonne cette tendance à vouloir vous éloigner des salles de sport à cause de ce comportement-là. Et c'est le même comportement qu'on retrouve sur les réseaux avec les gars qui viennent en DM pour répondre aux stories. Euh, Très clairement, c'est ce qu'ils cherchent en général, hein, quand c'est pour liker un cul, alors que 2 secondes avant, il y avait une story sur votre travail. Ça demande encore un gros, gros travail de fond, je pense. Nous avons été coupés. Bon, on a eu un petit bug, donc on a été coupé. On était en train de dire qu'il y avait quand même un petit effort à faire encore de la part de la jante masculine euh, pour, euh, pour être un peu plus tranquille dans les salles et que tout se passe bien. Et je voulais un petit peu rebondir sur ce que disait Marine sur le fait que ça a déclenché malheureusement tous ces comportements masculins désagréables. Ça a déclenché chez certaines femmes de, une espèce de tendance à l'excès avec le néo-féminisme notamment, et du coup des femmes qui refusaient un petit peu tout contact avec un être humain masculin. Ça, on le voit un petit peu dans tous les domaines. Et finalement, du coup, les hommes qui considèrent les femmes comme moins intelligentes, moins performantes, etc., ils vont se servir, je trouve, souvent de ces exemples-là, de ces femmes qui sont à l'extrême. Et du coup, ça crée encore plus, malheureusement, de distance entre les hommes et les femmes, que ce soit dans le domaine de la salle de sport, du coaching, etc., ou dans la société et les autres corps de métier et activités, comme disait Marine. Donc voilà, les hommes qui considèrent les femmes comme moins compétentes, etc., vont utiliser les exemples des femmes qui sont totalement dans l'excès
pour justifier eux-mêmes leurs pensées. Et elles-mêmes vont justement utiliser ces hommes qui sont parfois stupides et manquent de réflexion euh, pour justifier le fait qu'elles se retrouvent entre elles. Et du coup, on tombe dans un cercle vicieux où ça devient difficile de s'entendre finalement, puisque ben, aucun ne fait un pas vers la compréhension de l'autre. Et bah, c'est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, pour ma part, j'essaie vraiment de me concentrer sur les personnes que je vois, les filles, les femmes en tout cas que je vois bah, s'encourager, prendre vraiment euh, confiance en elles à la salle, s'en foutre du regard des autres, taper des grosses perfs, s'habiller comme elles ont envie. Si le lundi, elles ont envie d'être en mini-short et en brassière, elles le font. Et si le mardi, elles ont envie d'être en gros survêt et grosse capuche pour s'entraîner, elles le font aussi. Et ça, je trouve ça trop bien. Et peu importe l'âge. Je vois des femmes de tout âge vraiment s'affranchir de ces dictates qu'on pouvait avoir un peu plus présents avant. C'est en train de me rappeler quelque chose qui a absolument rien à voir avec le sport, hein. Mais ça permet de faire un rapprochement un petit peu sociétal aussi. Parce que tu disais que, il y avait un certain rejet, on va dire, de l'homme par rapport à ce que la femme faisait, on va dire, dans son affranchissement. C'est comme si, en fait, il y avait une sorte de création d'un troisième sexe maintenant. C'est-à-dire que, outre, bien entendu, l'aspect sexualisation, bien entendu, l'hyper même sexualisation de la femme, quand une femme, au contraire, veut s'affranchir, veut montrer sa force, etc., à l'inverse, elle est vue comme une espèce de bête curieuse entre le monstre, entre la femme de pouvoir, entre l'homosexuel, etc. On a tous cette image de la fille un petit peu avec l'image de la camionneuse qui serait forcément homosexuelle ou ce genre de choses. Donc c'est comme s'il y avait la création comme ça d'un troisième sexe un petit peu hybride. Ça me rappelle quelque chose, donc c'est quelque chose qui date, hein, comme quoi les problèmes hommes-femmes sont absolument pas récents. Rien à voir avec le sport, comme je vous le disais, c'est dans une pièce de Shakespeare, Macbeth, où Lady Macbeth, qui est une vraie femme en puissance, qui est une des premières représentations de la femme fatale telle qu'on se l'imagine, qui, dans une immense tirade, en fait, renie son propre sexe, où elle dit qu'elle refuse la vie qui pourrait naître en son ventre ou ce genre de choses, pour justement devenir une femme de pouvoir, c'est-à-dire une femme qui va vraiment prendre le pouvoir par rapport à voilà l'histoire. Les gens iront lire Macbeth si ça les intéresse. Mais tout ça pour dire que, de ce fait, il y a une certaine de renonciation à son sexe pour embrasser une autre condition. C'est comme si, en fait, dans la juste distribution, il y avait l'homme de pouvoir et la femme fragile. Et qu'à partir du moment où la femme voulait devenir une femme de pouvoir, c'est comme si ça créait autre chose. Donc, ça crée, en effet, ce phénomène un petit peu de bête curieuse, de curiosité aussi bien sur les plateaux que sur les salles de sport, les réseaux ou autres, où donc on voit que ben, la femme tombe dans une espèce d'extrême féministe, néo-féministe, peu importe, pour justement exister, outre en fait son statut initial de femme. Donc en fait, il y a une espèce de redistribution des genres qui est assez drôle. Mm. Mm. C'est vrai. Et rien que le mot renonciation, ça m'a fait penser pour à mon histoire personnelle en fait. C'est vrai que plus jeune, quand j'étais ado, alors je m'habillais pas en survêt H24 avec les cheveux tirés ou autre comme certaines filles ont pu faire à l'adolescence pour cacher leur forme, etc. Mais c'est vrai que j'étais plus à l'aise à rigoler, à discuter avec des garçons, etc. Même si j'avais évidemment des amies filles. Et jusqu'à un certain point où, en fait, quand je voyais bah, des filles, notamment mes amies, hein, qui se maquillaient beaucoup, qui s'apprêtaient beaucoup, je me disais, oh là là, mais quelle prise de tête, oh là là, c'est vraiment des filles. Enfin, jusqu'à vraiment me dire que être coquette, c'était un défaut, vouloir faire attention à soi, c'était un défaut, prendre soin de soi, c'était vraiment voilà, le côté le plus chiant de la fille au possible. Alors qu'en fait, c'est juste que enfin, j'en ai pris conscience plus tard avec le sport notamment, je réfutais un peu toutes ces parties féminines de moi. J'arrivais pas vraiment à les assumer, à me sentir à l'aise avec. J'avais envie d'être jolie, etc. Mais j'avais pas envie d'être le cliché, pour moi en fait, c'était à mes yeux, hein, le cliché de la fille qui se maquille, qui fait attention, qui se coiffe bien, qui met 1 heure à se préparer parce qu'elle a envie de s'apprêter. Tout ça, je trouvais que c'était extrêmement chiant et dégradant. Dégradant, pardon. Pardon. Et dégradant, je m'étouffe. Et du coup, je voulais vraiment pas tomber dans ça. Et c'est vrai que ben, je le réfutais totalement jusqu'à comment dire, me masculiniser. Je sais même pas si on dit ce terme-là exactement, entre très grosses guillemets, hein, en me disant que bah, c'était vraiment un truc de fille, que moi, j'étais pas une fille,
pas une fille comme je l'entendais. C'est-à-dire une fille qui est tout le temps en train de se maquiller, tout le temps en train de se coiffer, de s'habiller bien, de suivre la mode, etc. Et finalement, en faisant du sport, je me suis réapproprié mon corps, je me suis réapproprié euh, les envies que j'avais par rapport à mon corps, c'est-à-dire j'ai envie de développer mes cuisses et mes fesses, oui, mais j'ai envie d'avoir des big épaules, j'ai envie d'avoir un dos solide et musclé, et j'ai fini par me réapproprier ça et à me réapproprier ma féminité et à me dire, ok, mais en fait, j'ai le droit d'être une fille en survêt qui s'entraîne dur, mais après, j'ai le droit aussi de me maquiller comme un camion volé, comme on dit, de me coiffer, de passer 1 heure à faire mes cheveux, d'aller acheter des fringues, d'aller acheter des robes, des jupes, etc. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment ce côté de moi qui me disait qu'une fille, c'était forcément chiant si ça se maquillait, si ça se coiffait, etc. C'était vraiment le cliché de la meuf chiante, en fait. J'avais ça en tête et je voulais surtout pas rentrer dans ce cliché-là. Alors que c'est moi-même qui m'imposais ce cliché, quoi. Aujourd'hui, ça va. Ouais. Pardon. Moi, je suis toujours un peu, comme on dit, hein, encore que cette expression, elle m'énerve maintenant, mais un peu garçon manqué dans l'âme. Mais c'est pour ça que j'aime bien dire que le posing, c'est fou quand même parce que j'aime bien faire du posing et j'arrive à être délicate, etc. Alors que dans la vraie vie, comme je dis, je suis plus, j'ai l'attitude de Shrek. Quand on me connaît, je ressemble plus à Shrek qu'à une princesse. Et après, quand je fais du posing, ben, finalement, j'arrive à être beaucoup plus féminine. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans le body, c'est que ben, finalement, c'est tout l'opposé de ce que j'ai toujours été. C'est-à-dire qu'on finit en string à paillettes, hyper maquillée, avec des talons, sur une scène, avec tout le monde qui nous regarde, tout ce que j'ai toujours réfuté et qui finalement ben, me correspond totalement. Donc, tu vois, ce que tu racontes fait écho, moi, au propre combat, on va dire, que je mène, je vais dire depuis 20 ans, ce qui ne me rajeunit absolument pas. Mais c'est cette espèce de prévalence à avoir un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire à la fois vouloir assumer une part de féminin, donc il y a des... Après, ça dépend aussi de la définition qu'on se fait du féminin. Mm. C'est-à-dire que certaines femmes vont voir dans le féminin, voilà, des aspects très exacerbés, donc très maquillés, habillés, voilà, courts ou ce genre de choses. D'autres vont avoir davantage de notions d'élégance, de distinction. Enfin voilà, la définition même du féminin et du masculin est un petit peu propre à chacun selon sa culture, son histoire personnelle. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce cul entre deux chaises à me dire donc à la fois j'avais cette envie de cultiver mon élégance, donc voilà, bon chinguer en costume ou peu importe, et à la fois vouloir comme si assumer cette partie que j'admettais un peu plus sombre de moi-même, c'est-à-dire celle que vous connaissez aussi, tatouée de partout, à écouter du heavy metal, etc. Et très longtemps, j'ai été très mal à l'aise avec ça parce que j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je choisisse entre l'un Mm. des deux pour correspondre, on va dire, à un stéréotype ou à l'autre. Alors que forcément, en vieillissant, en prenant de la maturité, on se rend compte qu'en fait, on peut faire le choix de ne pas choisir, justement. C'est-à-dire d'être tout ça à la fois. Donc certains vont parler de plusieurs facettes ou ce genre de choses. Moi, je préfère croire que une identité est fluctuante et qu'elle est très complexe, que c'est pas quelque chose qui est binaire ou autre comme on a essayé de nous faire croire, et que du coup on peut être tout ça à la fois. Donc tu vois, tu le disais tout à l'heure, c'est on me prend pour une princesse, mais j'ai plus cet aspect Shrek, mais du coup tout ça en fait fait l'équilibre de la personne que tu es. Et en Mm. fait, je pense que c'est le sport permet aussi de renouer peut-être avec certains aspects de nous-mêmes. Donc toi, par exemple, le sport t'a permis de renouer avec une part de ta féminité, alors que moi, à C'est ça. l'inverse, permis de, je vais pas dire renouer, mais plus de partir à la découverte vers cet aspect un petit peu plus sombre, à vouloir en chier, à vouloir souffrir sous une barre ou ce genre de choses. Donc je pense que en effet, le fait de se mettre à mal comme ça dans le sport permet également de partir à la découverte de soi, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme, en fait. Absolument, c'est exactement ça. Ça permet vraiment, comme tu dis, de se découvrir et finalement de se laisser s'accepter sous diverses facettes. Et pour rebondir à ce que tu disais sur le fait qu'une identité est plus complexe que ça et qu'on peut avoir plusieurs facettes, entre guillemets, moi, pour ma part, j'ai remarqué aussi qu'en fonction de la période dans laquelle je suis dans mon cycle menstruel, je vais être, pour parler de manière très, superficielle, je vais être un coup Shrek, un coup une princesse en détresse qui a besoin d'affection, etc. Ou un coup une meuf badass
qui veut juste qu'on la laisse tranquille, qui fait un peu sa vie, qui se sent trop bien dans sa peau ou autre, ou alors juste une- bah, l'archétype de la mère, en tout cas, qui a envie de prendre soin de ses proches, de son compagnon, de ses amis, de sa famille. Donc, il faut aussi, je pense, comme disait Marine, choisir de ne pas choisir, oublier les cases préconçues qui sont là pour nous, pour nous diminuer finalement et essayer de s'accepter sous toutes ces différentes facettes, sous toutes ces humeurs, sous toutes ces identités, sans devenir schizophrène évidemment, mais pour vivre au mieux en fait avec toutes les parties de soi et pour se sentir vraiment pleinement bien dans sa peau. Et à ce sens-là, la muscu principalement, je pense tous les sports, mais la muscu principalement aide pas mal parce que on développe son physique, on développe sa force et donc aussi sa confiance en soi. Et en ayant plus confiance, on ose plus de choses. Euh, on, on, on est en contact aussi avec d'autres personnes. On voit d'autres femmes qui justement ont confiance en elles et ça peut aussi nous inspirer à avoir davantage confiance, à tester d'autres choses. Moi personnellement, voilà, la muscu, ça m'a aussi donné confiance en mes capacités professionnelles, à changer de taf, à me former pour faire d'autres trucs, à croire que un autre avenir que celui que j'avais, qui était tout tracé, était possible, etc. Donc, c'est aussi pour ça que c'est très bien de se mettre au sport, entre autres choses. C'est vrai. Et pour le coup, je vous écoute depuis tout à l'heure. En fait, je suis en train de faire le récap parce que je vous connais toutes les deux depuis un certain temps maintenant. Et en fait, depuis que je vous connais toutes les deux, je vous ai vu genre évoluer sur ces différentes facettes-là. C'est-à-dire que Mm, quand je l'ai rencontrée, elle affichait beaucoup moins ce côté badass heavy metal. mm. Il est totalement assumé girl boss. Et d'ailleurs, ma playlist est enrichie de certains sons que Marine écoute. Mais c'est un aspect de toi qu'on voyait beaucoup moins quand on a commencé à travailler ensemble il y a plus de 2 ans maintenant. Et Colin Bray, quand j'ai commencé avec elle il y a plus de 3 ans maintenant, c'était Mm. quelqu'un de plus effacé, beaucoup moins affirmé. Euh, C'était plus le côté Shrek que le côté princesse pour le coup. Et ces aspects-là, via le sport, via vos expériences personnelles dans la vie de manière générale, mais le sport et le body, en l'occurrence, que vous en avez toutes les deux fait, vous a permis aussi d'exprimer davantage ces côtés-là qu'aujourd'hui vous assumez pleinement et qui vous réussissent plutôt bien. Et ça, c'est bien. Depuis tout à l'heure, je suis en train de faire le récap de tous les moments qu'on a partagés ensemble au fur et à mesure des années. Je me dis, bah ouais, en fait, c'était pas comme ça avant. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, là, ouais, nous, ça fait bientôt 4 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Donc, c'est sûr que, ouais, en 4 ans, tu vois de l'évolution, et même en moins que ça. Et notamment, vraiment, le body, la pratique du posing, etc. Moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé à me transformer, enfin, me transformer, m'assumer, on va dire, et me pencher un peu plus en introspection sur certains domaines que je reniais, entre guillemets, auparavant, quoi. Et tu vois, c'est intéressant parce que moi, au contraire, et c'est en partie pour ça aussi que je me suis détournée de la compétition, mais c'est que pour moi, être réduite à juste faire du posing sur scène, à être avec le string à paillettes entre les fesses, maquillée de telle manière que tu ne reconnais même pas ton visage, en fait, puisque on va pas se mentir, on ressemble à Ah des oui. travaux. Il y a des moments maquillés comme je ne sais pas quoi. Moi, personnellement, ça m'a complètement écartée de cet aspect compétitif parce que j'arrivais pas à me reconnaître. Dans la mesure où pour toi, c'est une manière d'exprimer peut-être la féminité que tu gardais peut-être cachée avec le posing, avec voilà. En plus, Colline est très à l'aise en posing ou autre. Moi, Damien le sait, mon posing c'est absolument pas ma partie préférée parce que j'ai l'impression de devoir mettre en scène un côté féminin qui ne me ressemble pas. Parce que pour moi, ce n'est pas ma définition de la féminité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun a sa propre définition. Mm. Moi, être très maquillée, avoir un string entre les fesses et devoir parader comme ça sur une scène, pour moi, c'est pas ma définition de la féminité et c'est encore moins ma définition du sport. Et c'est pour ça que je préfère mettre toute ma haine, tout mon énervement, peu importe, dans mes séances de sport à vraiment en chier sur des séances plutôt que de venir parader sur un résultat final. C'est-à-dire que personnellement, j'apprécie davantage le process plutôt que le résultat fini, on va dire, de la scène. Et quand on observe bien, c'est que, encore une fois, la compétition dans le bodybuilding a été inventée par des hommes. Ça a été inventé, donc je vous le disais tout à l'heure, en 45, c'est-à-dire qu'au début, c'était des hommes qui étaient sur scène, et après, que à partir des années 80, on a accepté que les femmes concourent. C'est là qu'a été créé Miss Olympia. Mais encore une fois, ce sont des hommes qui ont mis les critères. Donc les critères premiers par rapport à un physique bikini ou autre, ce sont
les fesses. Donc forcément, il y a une mise en scène de ce corps féminin qui est très sexualisé. Et donc, et on le voit, la disparité entre ce que doit faire une femme sur le jour du show et un homme, elle est incroyable. C'est-à-dire que nous, on doit arriver coiffé, maquillé, avec le moins de tissu possible, etc. Un homme, de ce côté-là, a beaucoup moins de préparation. On lui demande moins, on va dire, d'exacerber certains traits de sa personnalité, en fait. Et pour moi, c'est encore cet aspect-là du sport qui est problématique et qui continue en fait à propager cette image très sexualisée en fait, notamment sur les réseaux sociaux. Donc tu vois, c'est intéressant de voir que pour toi, ça a été un révélateur de ta féminité. Et pour moi, en fait, ça a juste montré ce que je ne voulais pas incarner en tant que femme, en fait. Mais c'est bien parce que ça permet, sur des femmes différentes, de pouvoir, en fait, bah, comme le disait Damien tout à l'heure, évoluer dans son processus personnel et même professionnel, du coup. Ouais, c'est clair. Et après, par contre, ce que tu as dit un truc, ça m'a fait écho. Moi, enfin, ça, avant de me lancer dans les compétitions, ça faisait déjà des années que j'avais envie de faire des compétitions. Mais en fait, j'avais envie de faire tout le process, mais pas de monter sur scène. Parce que pour moi, c'était impensable à l'époque de me mettre en string à paillettes justement devant des gens. Et je me disais, moi, je suis Shrek, je saurais jamais poser et je sais pas marcher avec des talons. Donc, me mettre en string à paillettes devant des hommes, maquillés comme Jaja, avec des talons, etc. Voilà, ce sera pas pour moi. Faire du posing, ce sera pas pour moi, mais je veux vivre tout le process jusqu'à la peak week, etc. Et me taper même une pizza post-compète sans avoir fait de compétition. À la toute base, c'était ça qui m'intéressait le plus. Et après, je me suis un petit peu intéressée au posing et je me suis dit, bon, ben, en fait, oui, j'ai envie de tout essayer, de tout tester. Et finalement, ce que j'adore aussi dans le milieu de la compétition, c'est que je trouve, en tout cas de mes expériences à moi et de ce que j'ai pu en voir, c'est peut-être aussi moi qui choisis de voir que ce côté-là, mais je trouve qu'il y a énormément de soutien entre les femmes. Et ça, je trouve ça génial. Il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'encouragement. On voit des filles qui vont être adversaires sur scène en train de se remettre un coup de blush l'une à l'autre, de s'aider avec le maillot, voilà, de se réajuster, de trois petits trucs, de se donner des conseils. Et ça, je trouve ça formidable quand dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de femmes qui se tirent dans les pattes. Donc, moi, c'est aussi tout ce côté-là qui m'a vraiment plu, de me dire, en fait, moi, j'évolue personnellement sur mon chemin de vie, sur mon chemin de bodybuilding dans ma prépa. Mais à côté, les autres meufs, elles évoluent en même temps sur leur chemin et on est toutes là à se tenir la main pour évoluer ensemble. Et c'est aussi ce côté-là qui m'a plu. Euh, mais je comprends aussi le côté de se dire, bah, en fait, on est réduite sur scène à être en string à paillettes, en talons, devant des juges qui sont, le jury est majoritairement composé d'hommes, hein, on se le dit. Donc, ouais, je comprends aussi ce côté-là qui est un petit peu bizarre parce que d'un autre côté, on se dit c'est des juges, ils sont là pour juger un physique selon des critères. Donc, ils vont nous regarder avec l'œil professionnel. Mais d'un autre côté, on reste pas moins que des femmes en string à paillettes et en talons devant des hommes qui vont juger notre physique. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu ce côté-là qui m'a beaucoup travaillé pendant un petit moment. Mais j'ai l'autre partie de moi qui adore le process, qui adore le posing finalement, qui a finalement pris le dessus, bah, aussi parce que, bah, voilà, comme je te disais, il y a beaucoup de soutien entre les femmes, et ça me plaît beaucoup, ce chemin mental qu'on fait tout au long d'une prépa, et aussi pardon pour l'expression, mais cette paire de couilles hein, qu'il faut poser sur la table pour oser monter sur scène, faire son posing sans trembler, ou en tremblant le moins possible, avec un grand sourire, etc. On va dire que j'ai choisi de mettre tout cet aspect-là au-dessus de ma rancœur, de me dire putain, je vais être en string à paillettes posé devant des mecs. Ça me rappelle une anecdote là en t'écoutant, justement sur ce regard des hommes sur la pratique du fitness, notamment compétiteur, enfin, entre la relation homme-femme. Je sais qu'à l'époque, je crois que c'était en 2022, c'était une période où il faisait extrêmement chaud, la canicule, etc. J'habitais encore à Bordeaux et j'avais l'habitude de faire mon posing sur ma terrasse, qui en fait était assez longue et où je pouvais faire mes allers-retours, etc. J'avais posé un miroir et je faisais mon posing comme ça sur les talons. Forcément, j'étais sur mon balcon, donc j'étais à la vue de plein de gens, d'autres gens de la résidence, etc. Donc j'étais en tenue de scène avec mes talons, et il y avait toujours un monsieur qui était dans la résidence d'en face qui me regardait faire mon posing. Et je me disais, punaise, il doit vraiment se poser des questions. Et un jour, il m'a abordé au niveau des locales à boîte aux lettres. Et il m'a dit, excusez-moi, il faut que je vous pose la question, mais je vous vois sur votre balcon, etc. Il m'a dit, vous faites du striptease? Et là, dans ma tête,
Mon Dieu. Non, pas du tout. Parce que pour lui, voilà, cette espèce de représentation avec des talons à plateforme, etc., plus tous les apparats qu'on se connaît, le string à paillettes, Swarovski et compagnie, pour lui, c'était associé à la pratique du striptease. Mm. Et du coup, j'ai essayé de lui expliquer que j'étais compétitrice fitness. Et tout de suite, ça a été de dire, mais du coup, vous levez des poids sur scène. Alors non. C'est-à-dire c'est là que ça met en lumière la grosse disparité qu'il existe entre le process et le produit fini. C'est que pendant une année, voire plusieurs, on passe son temps à morfler sous des barres, à pousser lourd, etc. Et le jour J, on est exhibé en fait comme une stripteaseuse sur scène. Donc moi, c'est cet aspect-là qui au final m'a un petit peu dérangée, cette notion de toujours devoir justifier et débattre de ce que l'on fait par rapport aux gens, à leur expliquer que non, tu ne pousses pas des barres, que le powerlifting, ce n'est pas du fitness. Donc ça, c'est encore un autre débat qui pourrait peut-être faire un bon sujet de podcast d'ailleurs, Mm. de montrer que ce sont deux choses différentes et que tu es là pour montrer un produit fini, en fait. Mais voilà, avec tous ces aspects un petit peu strass, paillettes, transformisme, etc., qui personnellement m'a dérangé une fois que j'ai été totalement à l'aise, on va dire, avec moi-même. Ouais, je comprends, je comprends. Et tu vois, je rebondis sur un petit truc que tu as dit. C'est vrai que quand tu parles de compétition de bodybuilding, si c'est un homme qui dit je fais des compétitions de bodybuilding, les gens ils vont penser directement à des mecs sur scène en train de faire du posing. Voilà, à Arnold notamment. Mais quand tu es une femme et que tu dis je fais des compétitions de bodybuilding, on te dit ah mais ça consiste en quoi? Pareil, hein, moi on m'a déjà dit tu lèves des poids sur scène et tu soulèves combien? Donc j'explique que non, je ne soulève pas des poids sur scène, mais ben, souvent je leur dis bah tu vois Arnold ce qu'il faisait ou tu vois Ronnie Coleman ou ouais, voilà, je cite des exemples comme ça. On t'entend plus beaucoup. Ah ouais, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son, Colline. T'es bien parti pourtant. C'est vrai que les références pour le coup en bodybuilding sont pas nombreuses et en plus de ça, ça reste quand même que des hommes. Donc ça reste compliqué quand vous expliquez vous ce que vous faites de l'exposer. Alors, Ah, c'est mieux là. désolée, En j'ai fait, dû faire grésiller un moment. à chaque fois, chaque activité ou autre, tu as toujours des icônes. Dans la chanson, il y a des icônes aussi bien féminines que masculines. Tu as Michael Jackson, Johnny Hallyday ou Madonna, on a des icônes des deux sexes, par exemple. Dans le milieu du body, c'est quelque chose qui est moins vrai, sauf bien entendu quand les gens s'y connaissent. Mais pour des novices, des gens comme nos parents ou autres qui n'ont pas Mm. forcément un pied dedans, la seule représentation qu'ils vont avoir, c'est en effet Arnold Schwarzenegger, parce que c'est vraiment l'icône en fait générationnelle par rapport au fitness. Alors que des icônes féminines, au final, c'est moindre. Nous, en tant que pratiquants, bien entendu, nous avons nos propres icônes dans ce monde-là, mais pour des gens lambda, c'est moins vrai. Et c'est là encore qu'on voit la disparité dans le milieu sportif. Mais c'est pas que réservé au fitness, hein. C'est-à-dire que dans tout, je pense, les sports confondus, les femmes sont quand même beaucoup moins mises en avant que les hommes, sauf bien entendu quand il y a le volleyball lors des Jeux Olympiques, que ces messieurs aiment bien regarder, n'est-ce pas? Mais voilà, on a toujours des noms, on va dire, qui reviennent. Par exemple, dans le foot, si je vous demande de me citer une joueuse de foot féminine, Ah, ça moi, va j'en être... connais aucune. J'en Voilà. connais aucune. Il y a très peu de stars qui traversent tous les sports, entre guillemets, qui chapeautent à peu près tout, qui sont féminines pour le coup. On n'a pas des l'équivalent de Zidane en fille, je connais pas. Et Michael Jordan, pareil, je connais pas l'équivalent féminin. Je pense qu'il n'y en a pas Mm. beaucoup pour le coup, qui ont marqué l'histoire du sport. Mais alors dans le body, c'est encore particulier parce que je suis même pas sûr qu'on puisse s'inscrire dans l'histoire des sports parce que c'est tellement niche que c'est compliqué. Mais pour les sports de manière générale, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui aient marqué l'histoire du sport avec un S majuscule et qui Bah, doivent. sauf dans le tennis, par exemple, où tu as Ouais. Serena Williams, ce genre de choses. Ouais. Mais attention, ce sont des femmes qui sont remises, comme je vous le disais tout à l'heure, comme dans une espèce de case du troisième sexe. Ouais. C'est-à-dire que ce ne sont même plus des femmes qu'on considère en tant que femmes. Ouais. C'est vrai qu'il y en a très peu, beaucoup plus d'hommes que de femmes qui ont ce statut d'icône du sport de manière générale. Et ça reflète bien tout à fait la disparité qu'il peut y avoir de ce côté-là. Et par contre, pour faire un petit parallèle, au moment des Jeux Olympiques, où du coup on a vu beaucoup d'athlètes féminines, j'ai vu pas mal de posts circuler sur les réseaux qui disaient merci aux Jeux Olympiques de nous montrer que les corps d'athlètes de femmes ne sont pas des corps extrêmement fins, euh, on va dire, euh,
qui sont totalement dans la case de l'idéal masculin, entre guillemets, enfin, Idéal. l'idéal pour les hommes, avec le cul en bombe, voilà, la taille fine, etc. Et qu'on voyait des corps de toutes les formes, plus ou moins musclés, avec plus ou moins de masse grasse, des petites, des grandes, etc. Et que c'était ça, des athlètes de niveau olympique. Et alors, je pense qu'il y a eu aussi des, des postes qui allaient plutôt dans un autre sens que ça. Mais moi, je me suis focalisée aussi sur ce que j'avais envie de voir. Et je trouvais ça aussi positif qu'il y ait des personnes qui sont pas forcément du milieu, enfin, qui font pas forcément de sport, qui se rendent compte que des corps d'athlètes, c'est des corps normaux, pas des Mais moi, corps j'ai une hyper question. fins, Du coup, etc. j'ai une question pour Damien, puisque mine de rien, on est deux femmes qui s'expriment sur le sujet justement des femmes. Toi, Damien, qui, du coup prend beaucoup en charge des athlètes féminines, comme on est la parfaite représentation, Colline et moi, est-ce que toi, en tant que homme slash préparateur, ton regard sur ce qu'est une femme a changé avec à la fois ta pratique du sport et à la fois justement ton encadrement auprès d'athlètes féminines? C'est une bonne question, ça. Ah, question intéressante. Question intéressante, je vais réfléchir. Non, alors je dirais que non, parce que je reste conscient que ce que je vois dans mon quotidien avec les personnes avec lesquelles je travaille, ça reste des exceptions à ce qui est la norme féminine aujourd'hui, et que toutes les femmes n'aspirent pas à ces physiques-là. Et que, mais il y en a très peu d'ailleurs qui aspirent à ces physiques-là, ça reste des filles qui sont musclées pour la moyenne des femmes de la société. Mon regard n'a pas changé. On va dire que mes standards d'hommes individuels ont changé, parce que forcément, je préfère les physiques qui sont relativement plus musclées, mais ça a toujours été. J'ai toujours aimé les femmes qui font du sport de manière générale, donc on va dire que mes standards sont toujours dans la même direction. Euh, mais après, je reste conscient que ça reste pas la norme, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis le dernier à juger quand je vois une femme en salle de sport qui est toute fine et pas musclée, à me dire, ouais, zéro, quoi. Non, elle commence sûrement son parcours, ça se trouve, elle n'a pas du tout envie de se muscler plus que ça, mais elle fait du sport, ce qui est déjà très bien pour sa santé et sa vie de manière générale. Donc j'ai sur cette dualité, on va dire, de ça c'est mon travail et je sais que ça reste une exception dans les standards. Et il y a la vie normale, entre guillemets, et les femmes classiques qui font juste du sport pour leur bien-être et pas forcément en aspirant à être musclées. Peut-être que ça se trouve, elle est pas très musclée, mais qu'elle fait 4 heures de course à pied par semaine. Et auquel cas elle me met à l'amende moi parce que je cours pas aussi longtemps. Donc de toute façon, elle a une pratique qui est différente et la juger sur son physique basée sur ce que moi je vois au quotidien, ça reste quand même relativement biaisé Mm. comme façon de réfléchir. Donc je dirais que non, mon jugement n'a pas changé. Mais est-ce que tes standards en tant qu'homme ont changé avec Ouais. ton métier? Légèrement, je pense, oui, avec le temps, même si, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours apprécié les femmes avec des physiques relativement musclées. Je pense que oui, un peu plus. Je coach beaucoup de wellness, je trouve que c'est une qualité très sympa en tant qu'homme. En tant que préparateur, c'est aussi intéressant. En tant qu'homme, oui, forcément. Mais parce que ça reste encore des standards de physique. On en revenait tout à l'heure avec des fessiers très développés, des bas du corps musclé. Donc ça reste quand même, malgré tout, dans les standards féminins qui sont un petit peu mis en avant un peu partout dans la société. Donc je pense que mon regard n'a pas beaucoup changé, mais ça l'a confirmé dans cette direction-là. Parce que je trouve toujours ça hyper féminin et hyper beau, à défaut d'un meilleur mot, ce type de physique relativement musclé qui reflète aussi un certain travail, une certaine éthique de travail à la salle de sport, une certaine discipline dans le quotidien aussi. Au-delà du physique, ça reflète aussi un état d'esprit. Je veux dire, une femme qui atteint ce niveau-là en termes de physique, ça reflète quand même pas mal de choses en dehors de son simple physique. Et c'est des choses qui, moi, me parlent en tant qu'homme. Donc, oui, ça reste quelque chose qui a orienté ou qui continue d'orienter mes choix, on va dire, en tant qu'homme. Donc toi, tu trouvais ça Après, intéressant de pardon. poser la question. Vas-y, Ouais, Colline. parce que j'allais rebondir là-dessus. C'est vrai que l'environnement dans lequel on est, je trouve, va faire varier notre curseur de ce qu'on considère comme un corps normal. Dans le sens où, personnellement, j'ai conscience de ce qu'est un corps normal, sain, on va dire, en tout cas, qui se situe dans la moyenne, par exemple, dans la moyenne française, parce que, par exemple, la moyenne française, la moyenne asiatique, dans n'importe quel pays d'Asie et la moyenne aux États-Unis, ce ne sera pas du tout la même. Le poids standard, la forme standard, etc. Mais le fait de voyager, parfois, ça me permet de me dire que mon curseur s'était quand même déplacé. Dans le sens où je vais à la salle de sport tous les jours. Même si je ne fais pas de muscu, j'ai du cardio. Donc tous les jours, je vois, donc moi, pour
on va dire, mon point de vue de femme attirée par des hommes, je vois des hommes plus ou moins musclés. Je me rends dans des compétitions de bodybuilding, je vois des hommes très musclés, très secs. Et donc, je vois des physiques de plus en plus impressionnants, on va dire. Et de plus en plus démesurés, parce qu'ils sont très, très loin d'être dans la norme en général, ces physiques-là. Et du coup, c'est vrai que mon standard à moi, mon curseur va se déplacer. Et quand je voyage, ben, je vois des gens lambda, des gens qui sont en voyage, des gens qui viennent de différents pays, et donc des gens qui vont être plus ou moins musclés, plus ou moins gras, plus ou moins voilà. Enfin, il va y avoir des gens de tout type de physique. Et du coup, c'est vrai que mon curseur, à ce moment-là, se replace un petit peu dans ce qui est un corps normal. Et aussi quand je fréquente bah, mes amis, parce que j'ai auprès de moi aucun ami qui fait du bodybuilding, je me rappelle de ce que c'est un corps standard, féminin ou masculin finalement. Voilà, un corps qui ressemble un peu plus à la norme française en tout cas. Et pourtant, ce matin, tu m'as encore dit dans ton bilan, je suis toute grasse en ce moment. C'est vrai. Totalement biaisé par moi. Mais ça, c'est normal. Dans le bodybuilding, c'est toujours pareil. Mais on a... Ouais. Tout à l'heure, j'ai précisé que j'essaie de toujours garder l'esprit, à l'esprit que ce qu'on voit au quotidien dans notre entourage à nous, ça reste l'exception ou une niche. Et c'est Mm. clair. C'est-à-dire que ton physique de ce matin où tu m'as dit je suis toute grasse en ce moment, si je le montre à n'importe quelle fille de la salle de sport que je vais croiser demain, jamais elles vont me dire ça comme retour de ta photo. C'est sûr et certain. C'est-à-dire d'autres Ouais, super musclée, elle a une belle ligne, elle a la taille fine. Mais toi, dans ta tête, parce que ton environnement et ce que tu consultes au quotidien sur tes réseaux sociaux, ça reste des standards qui sont relativement élevés par rapport au bodybuilding, ça biaise totalement ta vision. Et pourtant, dans 3 semaines, tu vas peut-être pas partir en voyage, tu vas voir des gens normaux et tu vas te rappeler qu'en fait, bah non, t'es au-delà de la norme, entre guillemets, par rapport à ce physique-là. Mais ça, c'est c'est ça. c'est une constante chez les gens Mais du. en avoir conscience aussi, ça permet de temps en temps de se rassurer. Des fois, on se dit, oui, bon, ça va, c'est vrai, je me plains un peu, mais c'est parce que ma norme à moi et puis mes standards, mes ambitions sont élevées aussi. Mais globalement, il faut aussi de temps en temps replacer le curseur et se dire que on a déjà, enfin, on n'est pas là pour se comparer, mais on a déjà un physique qui est quand même hors norme de par la masse musculaire, de par le fait qu'on travaille sur une certaine ligne depuis des années, etc., etc. Garder en tête, ça je le dis assez souvent, c'est garder en tête que c'est nos choix à nous de, enfin, c'est nos choix à nous de faire ça. En plus de ça, ça ne définit pas notre valeur. Et il y a des gens partout dans le Mm, monde qui sont de très belles personnes et qui ont des corps qui sont pas du tout dans nos standards à nous. Des gens qui sont pas musclés absolument. et qui sont des personnes exceptionnelles en fait. Donc, dans notre milieu, on a souvent tendance à oublier, les mecs beaucoup, c'est pas avoir des gros abdos et des gros pecs qui définit la valeur de quelqu'un. Et vous pouvez avoir le meilleur corps du monde si vous êtes un trou du cul. C'est un trou du cul. Non, ça ressemble pas Absolument. bien. Mais à l'inverse, pour le coup, je voyage beaucoup aussi. Je pense plein de gens qui sont pas du tout dans le sport, qui, pour le coup, n'accordent aucune importance à leur apparence physique, soit vestimentaire ou juste leur tonicité musculaire, et qui pourtant sont des gens exceptionnels avec qui je pourrais parler pendant des heures, alors qu'il y a plein de gens très musclés que je connais aussi à qui je donnerais même Rien pas. à dire. Non, ils ont rien à dire. S'ils en C'est avaient, je ne ça. peux pas les écouter. Donc c'est vraiment un truc que les gens oublient souvent, et ça peut tout à fait avoir avec le podcast, mais il faut garder ça en tête, ça ne définit pas la valeur des gens. Et pour vous, les femmes, ça reste quelque chose qu'il faudrait qu'il soit beaucoup plus mis en avant, parce que vous soyez musclé ou pas, faut en avoir dans la tête. La preuve, toutes les deux. Vous pouvez être très intelligente, très compétente dans vos domaines, exceller dans vos domaines, et pour autant, sans qu'on vous demande d'avoir le physique qui va avec, clairement pas. Si vous Mm, l'avez, oui, parce que ça vous plaît, mais ça vous plaît pas, que ça vous correspond pas, c'est pas une nécessité. Marine pourrait être la même coach qu'elle est aujourd'hui sans avoir le physique qu'elle a aujourd'hui. Tu serais pareil qu'Oline, ça changerait rien à vos compétences en tant que coach mm, et en tant que femme pour le coup. Et pour autant, aujourd'hui, la société a tendance à trop rapprocher tout ça dans le même sac. c'est clair. Je pense que ce Vaste serait sujet. de très belles paroles de fin, parce que Vaste sinon sujet. on pourrait en parler On va des faire heures. d'ailleurs, je pense, tout un podcast assez intéressant entre le problème de la dysmorphobie et la Ah perception oui, d'autrui, entre ce qu'il peut y avoir à la fois dans l'esprit et ce qui se reflète aussi d'un point de vue physique. mm, c'est clair. Parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, notamment dans le milieu bah, du bodybuilding, hein. La dysmorphobie est vraiment, vraiment trop présente. Donc, ouais, Vraiment, effectivement, ça pourrait être un sujet hyper intéressant. surexploité. On trouve tous les jours des stories passées de gens qui font exprès de faire ça en story pour attirer l'attention, mais c'est un autre sujet. Oui, aussi, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça m'irait sur le poil quand je vois ce genre de truc.
Des mecs de 100 kilos secs en prépa qui mettent en story, ils marrent d'être maigres, ça a toujours eu le don de m'énerver parce que je comprends pas Ouais, l'intérêt. c'est ça. Et le message que ça envoie aux gens qui sont mal dans leur peau, qui font 50 kilos pour le coup. Mais je pense qu'en plus, en général, quand tu es mal dans ta peau réellement, que tu te sens vraiment très maigre, bah, tu postes pas tes photos. Enfin, tu as moins tendance à les poster parce que t'es pas bien dans ta peau, justement. Pas juste ce petit message qui sert à rien. Enfin, tu mets ta photo si t'es content de toi et tu cherches pas à essayer d'avoir de l'approbation, de je ne sais quoi, en mettant juste maigre. Ah non, C'est clair. ça me dépasse. Mais bon, ça, on pourrait faire un podcast entier sur ça, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours, à nous partager un petit peu vos expériences, les filles et même les mecs. Peut-être que ça va ouvrir l'esprit de certaines personnes. Ça serait cool. Ce serait vraiment la meilleure chose, la meilleure chose qu'on puisse espérer pour ce podcast. Voilà, faites-nous vos retours. Si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde un petit peu en lien avec la féminité, justement, ou pas du tout, n'hésitez pas à nous en parler. On verra un petit peu ce qu'on peut faire. Merci beaucoup, Marine, pour ton intervention. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant de t'avoir sur le podcast. Et puis voilà, je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin. Marine, tu peux Non, rajouter? bah, merci à vous de m'avoir aussi donné l'opportunité de m'exprimer sur un autre média que le mien aussi. N'hésitez pas à suivre Marine. Dans la description de la vidéo, on mettra ses médias, justement, Insta et autres.